Alors, le molleton aussi, c'est très important. On ne peut pas quilter à la machine avec du molleton synthétique parce qu'il roule entre les doigts et il va rouler pareil entre vos deux épaisseurs de tissu. Et ça, c'est très compliqué. Je vous conseille d'utiliser du molleton bambou ou alors Alors, ça, c'est du coton. Et sur mon autre exemple que j'ai perdu, vous pouvez utiliser du bambou. Voilà. Ça, c'est du bambou. Le bambou est plus blanc, c'est comme ça qu'on le reconnaît, alors que le bambou, comme il n'a pas été passé à l'eau de javel, il est d'une couleur plutôt naturelle. Ça, c'est important. Quand je quilte des petites dimensions comme devant vous, ce que je vais faire devant vous, je vous conseille de vous entraîner sur des formats style set de table. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser soigneusement mes 3 épaisseurs. Une fois sur le devant et une fois sur le dos. Ça fait comme comment dire, un phénomène d'électricité statique. Ça va bien tenir entre vos 3 épaisseurs et vous n'avez pas besoin d'épingler, de bâtir. Voilà, sur les petites dimensions, on peut faire directement sans épingler ni bâtir. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'avoir la bonne aiguille. Ce sont des aiguilles top stitch. Alors, la différence entre les aiguilles top stitch et les aiguilles ordinaires, universelles ou les Microtex pour assembler, c'est que la top stitch, on la voit ici, elle a un chat qui fait 2 mm de long. C'est le chat le plus long de toutes les aiguilles dans toutes les marques, la top stitch. Pourquoi le chat est plus long? Parce que ça donne plus d'aisance au fil et ça fera moins de frottement quand l'aiguille va passer au travers des 3 épaisseurs. Et quand on utilise des top stitch, vous voyez que mon boîtier donc de chez Bohin, vous avez du 80 ou du 90. Il faut prendre une aiguille plus grosse pour que le trou soit plus gros au travers des 3 épaisseurs. Comme ça, il y a moins de frottement avec le fil et il ne casse pas. Si souvent votre fil casse, c'est que vous n'avez pas la bonne aiguille, le bon diamètre d'aiguille. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de choisir le diamètre de votre aiguille en fonction de la grosseur de votre fil. Ici, sur ma machine, j'ai monté une bobine donc, de fil rose. La rondelle est grise, donc c'est du Mako 28 de chez Orifil. C'est un fil un petit peu plus gros. Mais dans la même marque, vous avez donc la rondelle orange et vous voyez que c'est du Mako 50. Donc c'est un fil plus fin. Pour assembler mes ouvrages, j'utilise du 50 et pour matelasser, j'utilise volontiers du 40, voire du 28 quand on veut avoir une piqûre qui se voit un petit peu plus. Donc c'est très important de choisir la bonne aiguille. Donc pour du matelassage à la machine, donc c'est une top stitch et il faut prendre un numéro au moins 80, 90, voire du 100 pour un fil plus gros, genre Mako 28 ou éventuellement des perles 12, on peut aussi les utiliser, ça fait de très jolies piqûres. Donc ça, mettez une aiguille et pensez à changer régulièrement d'aiguille. Après, sur les règles, vous voyez ici, vous avez de l'antidérapant. Donc ça s'appelle du Handy Grip. Voilà. C'est vendu par la marque Handy Quilter, donc c'est la marque phare des longues armes. Et donc c'est adhésif et il suffit d'en mettre un petit morceau aux endroits stratégiques. On va éviter donc les lignes et ça permet donc à la règle de bien adhérer sur votre tissu sans glisser. Alors ça, vous trouverez ça du Handy Grip. La boutique Arpatch, qui est un petit peu dans l'allée par là-bas, en a. Ensuite, elle a aussi des aiguilles top stitch. Et ce que j'utilise aussi pour venir couper les fils au ras de l'aiguille, ce sont donc des pincettes à lame courbe. Voilà. Elles sont de la marque Bohin. Et ça, vous en trouverez à la boutique Écolène. Voilà. C'est important. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour faire du matelassage à la machine, mais il faut avoir les bons outils, les bonnes aiguilles, le bon fil. Et la dernière chose, dans la canette, j'utilise donc du fil très fin, c'est du Decobob, c'est du 80 WT. WT, ça veut dire weight. Parce qu'en fait, que veut dire weight sur les bobines de fil, que ce soit
80, voire 100 pour le plus fin, 80, 50, 40, 28. Eh bien, ça veut dire que weight, c'est le poids. C'est un standard anglo-saxon. Et ce qui veut dire que pour 1 kg de fil, pour un weight 50, vous aurez 50 km de fil. Voilà, c'est ça que ça veut dire, WT sur une bobine de fil. Donc, plus un weight 80, ça veut dire que vous avez 80 km de fil pour 1 kg. Le fil sera très fin et pour un weight 50 ou 40, vous aurez moins de fil. Voilà. C'est un intérêt économique parce que chez Orifil, les bobines, quelle que soit la grosseur du fil, du 40 ou du 50, elles sont vendues le même prix. Donc pour du 50, vous en aurez, pour une bobine de 30 grammes, vous en aurez 1300. Et pour du 40, pareil, pour une bobine de 30 grammes, vous en aurez un peu moins de 1000. Voilà. Donc ça, c'est important aussi à faire un petit peu attention parce qu'on surveille toute notre porte-monnaie. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc comment on fait pour utiliser les règles. Et oui, la dernière chose que j'ai utilisée, c'est ce feutre Siuline, qui est un feutre violet, Siuline, qui s'efface à l'encre. Et c'est la seule marque que j'utilise quand je quilte des ouvrages. Ça s'efface à l'air, donc au bout de quelques heures. Ça dépend du degré d'humidité de la pièce où vous vous trouvez. Ça s'efface plus ou moins vite. C'est très pratique pour marquer des points de repère, des lignes, des motifs. Et on peut aussi s'en servir quand on fait du quilting main ou même de la couture et qu'on veut marquer des points de repère. Alors, je vais m'installer. Alors, je vais commencer par vous montrer une ligne droite. C'est le plus simple. Pour commencer, je vais relever toujours mon fil de canette. Donc, je fais descendre l'aiguille, je la remonte, je décale un petit peu mon ouvrage, je tire et dans la boucle, oui, alors je suis désolée, j'ai mis un fil très clair hein, qui va à peine se voir parce qu'il est ton sur ton avec mon tissu. C'est très important de tenir, excusez-moi, c'est très important de tenir le fil du dessous en même temps que le fil du dessus quand on veut démarrer, parce que si vous ne les tenez pas, vous êtes à peu près sûr qu'ils vont se sauver et vivre leur vie. En général, ça fait des nœuds en dessous. Voilà. Donc je tiens et je commence à piquer. Voilà. Et je suis ma règle. Et je suis parfaitement droite à la ligne. Bon, là, j'ai tracé une ligne, mais on va imaginer que c'est la ligne de couture de mon bloc. À la fin, pour arrêter, alors soit vous avez une machine un petit peu plus perfectionnée que ma vieille Bernina du siècle dernier sur laquelle j'ai cousu tous mes vêtements quand j'avais 18-20 ans. Vous avez certainement un petit bouton et vous pouvez faire un nœud d'arrêt. Moi, ce que je fais, c'est que je fais juste 3 petits points les uns sur les autres. Voilà, pour arrêter. Et après, je coupe tout. Je coupe tout, je décale un peu et je viens tout couper. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour la règle droite, c'est très simple. La règle droite, vous voyez, vous avez, je vous ai tracé des rayures. Alors, c'est pas pour faire joli, mais c'est quand on veut avoir des lignes bien espacées les unes sur les autres. Donc, je viens m'aligner le long d'une ligne que je viens de tracer. Je le mets le long d'une ligne et ici je viens piquer et je fais pareil 2 lignes d'espace et j'ai toujours le même espacement. Ici l'espacement que vous avez là c'est un quart d'inch et c'est 7 mm. Voilà, et c'est tout à fait confortable. Et vous avez ici la diagonale quand vous voulez faire tracer justement des lignes en diagonale sur un bloc. Voilà, quand vous voulez tracer en diagonale sur un bloc, eh bien il suffit de placer la diagonale sur un des repères de ligne et vous avez vos diagonales tout de suite. Et moi, je m'en sers aussi quand je veux dessiner, tracer ou des choses comme ça. C'est assez pratique. Voilà.
Donc ça, je les ai dessinés, je les ai conçus et je les fais fabriquer en France. Donc on n'a pas les frais de douane et voilà, traverser un océan, c'est un prix tout à fait raisonnable. Alors maintenant, je vais vous montrer donc la règle avec les 4 courbes. Alors, je vous ai dessiné sur mon modèle. Je ne sais pas si on voit bien le détail. Voilà. Donc, vous avez ici un vol-doigt. On va venir faire des courbes à l'intérieur. Vous avez ici un autre triangle. Et là, je vous ai imaginé un bloc. Et on va donc faire des rosaces à l'intérieur. Je vais commencer par le vol-doigt ici. Donc, je remets mon ouvrage. Voilà. Alors, je pique bien l'aiguille où je veux démarrer. Voilà. Je ressors mon fil. Alors, voilà, j'aime bien les pincettes courtes parce que ça me sert aussi pour descendre. Ou sinon, ce que vous pouvez utiliser, ce que j'aime bien aussi, c'est un poinçon. Voilà. Ça, c'est assez pratique parce qu'on peut vraiment pointer et pour diriger l'aiguille. Voilà, donc je vais descendre. Vous pouvez ou non commencer par faire tout de suite votre point de nœud pour stabiliser les 2 fils. C'est ce que je vais vous faire. Donc on ne voit pas très bien parce que la collerette haute gêne. Mais je fais 3 petits points. Voilà. Et je repars. Et donc je vais utiliser cette partie-là, la petite courbe de ma règle, que je vais aligner le long de la ligne. Alors, ce qui est important sur la règle, vous voyez ici, il y a une ligne là. Ça, c'est la base de la courbe. Et c'est très important parce que la base de la courbe, je vais la positionner soit sur ma couture, soit parallèle à la couture. Et vous serez sûr d'avoir vraiment la bonne courbe. Et le repère ici que vous avez là, c'est le milieu de la courbe. Donc, vous allez essayer de le positionner par rapport au milieu de votre bloc, pour être sûr d'avoir une jolie courbe parfaitement régulière. Voilà, et c'est pas compliqué, il suffit de quilter. Voilà, je pique tout doucement. Et je m'arrête à l'angle. Voilà, et donc j'ai une courbe parfaite. D'accord ? Je vais en faire une de l'autre côté. Voilà, je vais continuer de ce côté-là. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez l'écart entre l'aiguille qui est là, mais qu'on ne voit pas, et l'extérieur de la collerette. Entre l'aiguille et l'extérieur de la collerette, vous avez un quart d'inch, c'est-à-dire 7 mm. Donc, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire que quand je vais positionner ma règle ici, je ne vais pas arriver dans l'angle, mais je vais arriver à un quart d'inch un peu avant. Voilà. Après, bien, mettons, on va dire que je veux faire la base de mon triangle. Et là, du coup, je vais réutiliser ma règle plate. Voilà. Et hop. Je m'arrête dans l'angle. Je vais redescendre. Voilà. Et là, je suis prête à repartir pour faire mon deuxième vol-doigt. Donc, je vais tourner pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, j'ai fait un premier vol-doigt. Ici, j'ai mon triangle. Et là, je suis prête à repartir, à faire le deuxième. Et ensuite, la base. Et je reviens et je peux continuer ainsi de suite, m'arranger. Maintenant, je vais partir sur l'autre partie de mon bloc. Et je vais vous montrer donc les courbes un petit peu plus grandes. Alors, je vais vous faire une courbe sur la partie ici.
Voilà. Donc, c'est toujours très important, hein. Ça, c'est la base de la courbe. Il faut la mettre toujours parallèle ou sur la ligne de couture. Et ça, c'est le repère du milieu que l'on essaye de placer par rapport à la diagonale du bloc. Donc là, comme c'est un petit peu plus petit, eh bien, je vais me positionner ici pour avoir un quart d'inch entre ici et ici, qui est la différence entre la dimension, la valeur de couture entre l'aiguille et l'extérieur de la règle. Si je viens me positionner pile poil ici, ma couture, elle va arriver là. Je vais être à l'extérieur. Donc, pour être bien à l'intérieur et arriver au bon endroit, ici, il faut que je sois à un quart d'inch. Et je fais bien attention que la ligne de la base de la courbe soit bien parallèle à la ligne de la couture. Et voilà, on a une courbe parfaite. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà. Alors, je vais vous en faire une plus grande. Je vais vous en faire une plus grande ici. Voilà. Donc, la ligne de la base de la courbe, elle est parallèle à la diagonale de mon bloc. Le milieu se situe en face, là, donc de la pointe du milieu. Et je vais pouvoir m'atlacer. Et j'arrive pile poil à l'angle. Et je vais repartir dans l'autre sens. Donc, quand on fait du piqué libre, il faut avoir l'habitude d'avancer et de reculer son ouvrage. D'avancer son ouvrage, de reculer son ouvrage. Il faut éviter de tourner votre ouvrage dans tous les sens parce que s'il est plus grand, ben, ça ne va pas passer. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. Et là, je repars dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, on va dire que je veux faire le bord du bloc, la ligne ici, donc qui avance. Donc c'est pareil, je vais reculer dans l'autre sens. Voilà. Et quand on a positionné correctement son aiguille, eh bien, la ligne est parfaitement droite et ça se fait tout seul. Voilà. Je vais faire maintenant voilà, je vais vous en faire une ici dans ce sens-là. Alors, justement, ici, vous voyez, je vais utiliser la petite courbe pour la diagonale du bloc. Donc, c'est un petit peu plus court, je n'arrive pas au bout. Donc, je vais vous montrer comment on triche. Je vais avancer un tout petit peu ma règle et je vais la caler le long du pied de biche. Et vous voyez qu'ici, le repère du milieu de ma courbe, il est un petit peu avant la diagonale de mon bloc. Donc, je vais avancer. Voilà, je m'arrête à la diagonale. Et là, je vais ravancer ma règle pour être ici, avoir la différence par rapport à l'angle du quart d'inch, qui est la différence entre l'aiguille et le bord de la collerette de mon pied de biche. Et voilà. Donc, vous voyez que cette règle qui a 4 courbes différentes va pouvoir remplir tous vos carrés, tous vos triangles, tous vos blocs, quelle que soit leur dimension. Parce qu'à à 1 centimètre près ou un demi-centimètre, vous voyez qu'ici, j'ai une courbe parfaite et qu'on n'y voit que du feu. On voit bien que la règle, ce n'était pas tout à fait exactement, mais qu'à 1 centimètre près, eh bien, on peut gagner et ça marche. Donc, on n'a pas besoin d'acheter 36 000 règles, une seule pour faire toutes les courbes et c'est largement suffisant. Voilà. Alors, donc vous avez donc 3 courbes qui sont convexes et vous en avez une petite qui est concave. Et celle-là, je m'en sers beaucoup pour les ouvrages en appliqué. Voilà. Donc ça, c'est un ouvrage en appliqué qui a été fait par
une de mes clientes, une de mes merveilleuses clientes. Et voilà, il y a quelques semaines, je voulais faire un ouvrage en appliqué pour le quilter et l'avoir sur mon stand parce qu'en fait, je n'avais pas d'appliqué. Et donc, j'ai fait appel à mes clientes si elles avaient des blocs orphelins ou si elles voulaient me quilter des petits carrés d'appliqué, ce qu'elles ont fait. J'en ai eu beaucoup. Et donc, une de mes clientes m'a envoyé ce bloc orphelin. Et donc, la règle courbe, vous voyez que ça s'adapte parfaitement au bloc appliqué. Et il vaut mieux que le pied de biche, la règle soit à l'extérieur de l'appliqué parce qu'on voit mieux. Donc, je vais positionner mon aiguille. Alors, je vais vous montrer avec mon autre pied de biche, si je le retrouve. Voilà. Donc ça, c'est mon pied de biche. Je vais positionner le pied de biche le long de l'appliqué et je vais tenir ma règle pour pas que le pied de biche aille à l'extérieur. Voilà. Et donc ici, ça me permet de guider et de piquer pour être au ras à l'intérieur. On ne voit pas la piqûre, hein. Je pense que vous ne la voyez absolument pas parce que c'est un fil qui est vraiment ton sur ton. Et c'est ce qui met vraiment en valeur et ce qui fait ressortir l'appliqué. Et après, avec la largeur du pied de biche, donc l'aiguille, elle est ici au milieu, eh bien, je peux faire la deuxième piqûre à 1/4 d'inch à 7 mm. Et quand je suis avec mon pied de biche, le bord de l'appliqué, ça vous fait une courbe qui est absolument parfaite. Et je mets toujours la règle pour pas partir à l'extérieur et vraiment bien maintenir l'aiguille. Donc voilà, la courbe ici convexe, pardon. La courbe convexe, c'est celle qui sert à faire tous les appliqués. Et à peu près, peu importe la dimension du motif, on arrive toujours à caler. La règle, elle suit. Bon, pour ces courbes-là, eh bien, je reprends celle-là pour la caler. Voilà. Donc ça, vraiment, cette règle, je l'ai conçue pour m'en servir sur à peu près, disons, 90% des ouvrages où je veux vraiment avoir des courbes parfaites. Après, j'ai deux autres règles pour faire donc les veines des plumes. Alors, je vais vous montrer deux ouvrages avec des plumes. Voilà. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est voilà, la bordure ici ou ici. Pas trop l'habitude de manier ça devant une caméra. Il va falloir s'entraîner, Chantal. Pour l'année prochaine, c'est pas top. Hein. Donc, voilà. Pour faire une jolie veine avec des plumes, eh bien, j'utilise une autre règle que j'ai conçue. C'est celle-là. Voilà. Donc, vous avez une grande vague qui va parfaitement épouser, voilà, ici. Et puis, vous en avez deux petites pour faire des plus petites vagues que j'ai dû faire je ne sais où. Voilà. Et on voit que ici, la règle, elle épouse parfaitement, vous voyez, toutes les courbes. On peut l'utiliser ici, on peut l'utiliser ici. Et si on est plus arrondi, on peut aussi l'utiliser ici. Donc vraiment, ça remplit, ça marche pour toutes les courbes. Et donc, pour la veine, alors je vais prendre un autre, voilà, je vais enlever celui-là. Voilà, alors j'ai tracé des lignes. On va imaginer que ce que je vous ai tracé ici, voilà. Donc là, j'avais plié mon tissu, donc on voit la pliure, c'est le milieu de ma bordure. On va s'imaginer que ça et ça, c'est la bordure, et je veux faire une jolie ligne de plume ici. Donc je détermine toujours le milieu de ma bordure, ça c'est très important. Hein, pour qu'elle soit bien positionnée de façon régulière. Donc, sur la règle, vous avez deux types de marquage. Donc, vous avez ici deux petites croix. C'est difficile à voir.
c'est là. Oh, on voit rien du tout. On voit rien du tout. Alors attendez, je vais vous les marquer. Voilà. Là, on va mieux voir. Voilà. Ici, vous avez 2 croix. D'accord? Ça, c'est le repère du milieu de la vague. Ici, c'est le milieu. Donc, si je veux tracer sur mon ouvrage et uniquement tracer, je vais utiliser le repère avec les 2 croix et je vais tracer avec soit un feutre qui s'efface à l'eau ou soit un feutre qui s'efface à l'air. Donc, voilà. Là, j'ai déjà tracé. Donc, on voit bien que les repères des 2 croix vont s'aligner sur le milieu de ma ligne et je vais tracer. Par contre, si je veux directement quilter, dans ces cas-là, c'est ce repère-là, cette ligne-là que je vais aligner sur le milieu de ma bordure parce qu'il faut toujours compter que l'on a un quart d'inch d'écart. Et donc, mon aiguille est ici au milieu et je vais passer ici. Et du coup, ici, l'aiguille, ici, sera bien au milieu, de même que là. Et là, elle sera bien au milieu. Donc, c'est pour ça que vous avez 2 repères, uniquement 2 repères. Il y en a un qui va vous servir quand vous voulez tracer. Donc, c'est là, ça, c'est quand vous voulez tracer, on aligne les 2 petites croix ici. Et quand on veut utiliser directement sur la machine, on utilise cette ligne-là comme repère de milieu. Voilà. Et après, ça vous permet de venir quilter les plumes. Ensuite, si vous voulez avoir une guirlande de plumes qui soit bien régulière, voilà, comme ici. Eh bien ici, j'ai tout simplement tracé une 2e ligne. Là, j'ai tracé une 2e ligne ici. Pour venir faire mes plumes entre les 2. On l'aperçoit ici, elle est encore un petit peu marquée. Voilà. Et ça va vous donner une bordure d'une largeur régulière. Et après, vous pouvez aussi venir souligner. Donc pareil, hein, j'ai repositionné la règle et j'ai fait une piqûre ici, 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 ici et ici et ici. Et ça, je l'ai fait directement à la machine. Je n'ai pas eu besoin de le tracer. Voilà. Ici, vous avez dans ce sens-là, je retourne la règle et je repars dans ce sens-là. Et après, je vais faire l'intérieur remplir. Voilà. Et après, ça, c'est la bordure de mon ouvrage. Et avec la règle droite. Mon Dieu, où est-je? Voilà. La règle droite, eh bien, c'est très simple. Vous venez piquer. Voilà. J'avance. Je cale la dernière piqûre sur une ligne que je viens de piquer et je repique. Je ravance et je ravance. Et vous êtes ainsi toujours bien parallèle avec le même espacement. Voilà, et c'est très régulier. Et pour ça, vous n'avez absolument pas besoin de marquer quoi que ce soit. Ça se fait automatiquement juste en utilisant les repères des lignes sur la règle. Voilà. Alors, je donne 2 cours de quilting, vendredi matin et samedi matin. Vendredi matin, c'est un cours qui est plus spécifique. Ça sera donc l'objet de ce cours, c'est donc les plumes. Et samedi matin, ça sera le piqué libre plus général avec différents motifs, des motifs géométriques, comme par exemple celui-là. Voilà. Ou des motifs avec des plumes. Et je vous expliquerai aussi... comment mettre en valeur un ouvrage. Donc là, je ne sais pas si on voit, on a des étoiles. Hein. Ici, j'ai utilisé la règle droite. Et ici, j'ai utilisé, pour avoir ces jolies vagues, eh bien, j'ai utilisé ma règle avec les lignes courbes. Voilà.
Le temps? C'est bon? Oui, des questions. Ah, avez-vous des questions? Pas de questions? Oui, je vous écoute. Ah, les règles. Alors, les petites, elles coûtent 12 euros. Celle-là, elle coûte 18 euros. Et puis, ma dernière, qui est pour faire de très jolies bordures, comme les stencils croisés. J'ai pas l'exemple parce que c'est sur un ouvrage qui est sur mon stand, donc je voulais pas apporter là, mais vous pourrez le voir sur mon stand. Elle coûte 22 euros. Voilà. Et après, eh bien, si vous voulez apprendre à matelasser sur votre machine à coudre, je me déplace dans toute la France, en Suisse et en Belgique pour donner des cours en club, ou si vous êtes simplement 4-5 amis, il n'y a pas de souci. Je viens vous apprendre, mais à matelasser sur votre machine à coudre. Voilà, je vous apprends les aiguilles, les fils, les molletons, tout ça. Ah, je sais pas, je suis en face le coin des blogueuses. Il y a un numéro, mon stand? Ah bon, ben je sais pas. Je suis en face le coin des blogueuses, vous me trouverez facilement. C'est Je quilte pour vous, il y a une bannière. Oui, j'ai les cartes sur mon stand. Mais sinon, j'ai aussi un blog. Oui, j'ai un blog et j'ai surtout un site internet qui est Je quilte pour vous. Alors, mon stand, c'est F12, mais j'ai pas entendu la question de la dame. Tu peux... Alors, la longueur du point sur une machine à coudre, quand on fait du piqué libre, on ne la règle pas. Parce que ce qui fait la longueur du point, c'est les griffes d'entraînement. Donc là, je les ai escamotées. Quand on n'escamote pas ces griffes d'entraînement et qu'on pique droit, qu'on fait une piqûre droite ou un zigzag, les griffes d'entraînement, elles se relèvent et elles avancent. Et c'est ça qui fait la longueur du point. Quand on fait du piqué libre, on a escamoté ces griffes d'entraînement et c'est tout simplement le rapport entre la vitesse à laquelle vous appuyez sur votre machine à coudre, la vitesse de la machine, et la vitesse à laquelle vous allez déplacer votre ouvrage. Bon, alors, naturellement, le fil, là, il est plus d'accord, il s'est sauvé. Je te remercie, tu m'aides bien. Hein. On va s'expliquer tout à l'heure sur le stand, je te préviens. Voilà. C'est le rapport entre la vitesse avec laquelle vous bougez votre ouvrage sous l'aiguille et la vitesse de piquage de l'aiguille qui fait la longueur du point. Mais ça, c'est une chose qui vient avec l'expérience et surtout avec l'entraînement. Il faut vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. Le piqué libre, c'est comme le piano. Hein. Il faut faire ses gammes tous les jours, 5-10 minutes, et puis c'est bon. Il ne faut pas vouloir en faire 2 heures d'affilée, surtout quand on démarre, mais un quart d'heure tous les jours et vous allez vite faire des progrès. Et il ne faut pas trop s'en préoccuper quand on démarre. Ça, on a un joli point quand on s'en moque de ça au départ. Au départ, c'est vraiment les mains, avoir bien les mains de part et d'autre des aiguilles parce qu'on ne veut pas aller se les piquer sur l'ouvrage. Hein, ça fait des taches, c'est vilain. Ça fait très mal en plus. Voilà, c'est vraiment... on est focalisé par d'autres détails, mais il ne faut pas se focaliser sur la longueur du point quand on démarre. Eh bien, c'est fini? C'est bon? Pardon? Oui. Voilà. Alors, une dernière chose, eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté et un grand merci à Carole Veillon et à sa fantastique Dream Team qui sont là pour nous chouchouter, nous aider. Tout est prêt, c'est merveilleux. Voilà. Encore merci beaucoup à Carole et à son équipe.